Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, j'anime Découverte pour entrepreneurs épisode 10 sur le podcast. En 25 minutes, je vais poser mes questions à Marco Bernard pour tout connaître sur le podcast, pourquoi avoir un podcast et où le diffuser notre podcast. Alors, on va poser beaucoup de questions en 25 minutes à Marco Bernard, le roi du podcast au Québec. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à liker notre page à partager, à commenter cette interview-là. Ça nous aide beaucoup à être vu, à être entendu par toute notre audience Facebook. Plus qu'on a de commentaires, plus qu'on a de partages, plus qu'on a de likes, plus qu'il va diffuser notre vidéo à notre audience. Alors, s'il vous plaît, prenez une petite minute pour nous dire bonjour, comment ça va, pour nous dire, nommez votre entreprise. Ça nous fait plaisir de vous lire semaine après semaine. J'aimerais ça remercier aussi nos 3 partenaires qui rendent le tout possible, c'est-à-dire la Banque nationale, Planète Hoster et Agendrix. Ce sont nos 3 partenaires qui rendent le tout possible, que je peux inviter semaine après semaine des experts pour poser mes questions, pour en apprendre plus sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme j'ai mentionné, je vais être avec Marco Bernard. C'est le fondateur de l'Académie du podcast et c'est un maître et c'est le maître qui nous a aidé à mettre notre podcast en ligne, à être diffusé partout. Alors, je suis vraiment content de recevoir Marco. Salut Marco! Salut Anthony, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Ma première question pour toi, Marco, là, c'est pourquoi je devrais avoir un podcast? Ah, écoute, on pourrait faire 25 minutes juste sur ça. Il y a vraiment beaucoup de très, très bonnes raisons. Trois grandes raisons essentiellement que je vais m'attarder dessus là, pour répondre à ta question. La première, c'est que c'est un médium qui nous permet d'avoir beaucoup plus de proximité que n'importe quel autre média. La raison est relativement simple, c'est que on a la possibilité, statistiquement parlant, les gens vont passer 32 minutes à écouter un épisode de podcast, alors que sur n'importe quel autre type de création de contenu, que ce soit la vidéo comme on fait là présentement, que ce soit l'écrit, que ce soit sur YouTube, peu importe l'endroit où on va trouver ces formats de création de contenu-là, bien souvent, on va avoir entre 60 secondes jusqu'à 4-5 minutes de temps d'attention moyen. Donc, définitivement, la proximité est plus facile à créer à ce moment-là. Ensuite, ça nous donne l'opportunité de créer vraiment beaucoup plus de notoriété aussi autour de notre personne, autour de nous, mais aussi autour de l'entreprise, dans le cas où c'est un podcast de marque. Donc, ça permet de développer beaucoup de notoriété autour de tout ça. Et évidemment, ben, ultimement, ça permet aussi de créer de la richesse, créer des opportunités d'affaires. Donc, que ce soit via par exemple, tu as mentionné tantôt qu'à l'Académie du podcast, on vous a aidé à démarrer votre propre podcast. Ben, moi, ça m'a permis de rencontrer Serge, qui éventuellement a fait appel à mes services pour vous aider à démarrer le podcast. Donc, mais initialement, Serge, avant de le recevoir sur mon podcast, je ne le connaissais pas. On s'était jamais rencontrés. Donc, automatiquement, il y a des belles opportunités d'affaires qui peuvent découler d'un podcast, définitivement. C'est vraiment intéressant. Fait que si je comprends bien, là, le podcast en général il est plus écouté que n'importe quelle vidéo. Puis, est-ce que ça serait vrai de dire qu'il y a moins de compétition dans le podcast francophone que dans la vidéo francophone en général? Ah, ben, il y a moins tu sais, quand tu dis c'est plus écouté, il faut juste faire attention. C'est pas plus écouté en nombre, c'est écouté plus longtemps. Donc, tu sais, oui, on va avoir moins de gens qui vont venir écouter un podcast que, par exemple, le nombre de personnes qui pourraient venir voir des vidéos sur YouTube ou sur Facebook, par exemple. Mais ces gens-là vont passer plus de temps avec nous, jusqu'à 10 fois plus de temps avec nous. Donc, la relation va être beaucoup plus facile à créer avec eux. Ceci dit, pour répondre à l'autre partie de ta question en lien avec le fait qu'en francophonie, on a moins de monde, bien évidemment, présentement, on parle de 20 000 podcasts francophones à travers le monde. Quand on compare à 70 millions de chaînes YouTube, on compare à 600 millions de blogs un peu partout à travers le monde, toutes langues confondues évidemment, mais quand on compare au nombre, c'est sûr que c'est juste pas. Tu sais, si on compare là, en valeur absolue, disons là, ben, on a 70 millions de chaînes YouTube, on a 2 millions de podcasts. Ça, c'est toutes langues confondues partout à travers le monde. Puis on ne tient pas compte du fait qu'il y a une partie des chaînes YouTube, évidemment, qui sont inactives, tout comme il y a une partie des podcasts qui sont inactifs. Si on prend juste les podcasts actifs, il y a à peine 850 000 podcasts à travers le monde. Donc, c'est vraiment, c'est très, très peu, là. C'est très minime, là, le nombre, là, vraiment, littéralement. Là. Présentement, on est dans une ère qui est
vraiment ascendante là, au niveau de l'audio et on remarque qu'il y a beaucoup d'effervescence autour du format. C'est vraiment intéressant. Puis là, disons que je choisis de lancer mon podcast dans mon domaine, mais comment que je fais pour bien choisir mon sujet de mon podcast? Ben ça, il y a des exercices qu'on propose dans notre formation, des exercices qu'on propose qui permettent d'aller vraiment profondément dans la façon de créer le sujet, dans le fond. Mais une de ces exercices-là qu'on propose, c'est justement de déposer, en fait, la possibilité de lister l'ensemble des passions qu'on a dans la vie. Et on va essayer de faire la même chose avec les expertises et compétences. Une fois qu'on va avoir ça de part et d'autre, ben on va essayer d'aller chercher les liens qu'on peut faire entre les deux. Ce qui va faire qu'inévitablement, on va avoir un sujet dans lequel on va se sentir en contrôle, on va se sentir compétent, mais on va aussi essayer d'amener un angle à ça qui va nous permettre d'avoir une passion qui va être là. Je te donne un exemple. On a déjà eu un académicien qui avait décidé de faire un podcast sur l'entrepreneuriat. Donc, il rencontrait des entrepreneurs sur son podcast. Mais comme c'était un fervent de course à pied, ben, il a décidé de faire ça et d'enregistrer des podcasts après avoir été faire une course avec la personne. Donc, il allait faire un jog avec la personne qui était un entrepreneur. Puis, suite à ça, ben, il se déposait sur un banc de parc à quelque part. Il enregistrait son épisode après avoir fait le jog avec la personne. Donc, il allait arrimer, dans le fond, sa passion avec le fait qu'il y avait une compétence, une expertise au niveau de l'entrepreneuriat. Et ça faisait bien, inévitablement des connexions très, très fortes parce que d'abord, tu connectes avec la personne pour une passion commune que tu as avec elle. Donc, ça amène vraiment beaucoup plus d'opportunités par la suite. Puis j'imagine que ça doit être plus facile de continuer le podcast épisode après épisode parce que tu m'avais déjà partagé une statistique, je vais te laisser de la dire parce que je ne suis pas assez sûr du chiffre, mais entre lancer ton podcast à premier épisode, puis il y a un nombre d'épisodes crucial, là, qu'il y a peu de personnes qui passent au travers, mais avoir une passion, j'imagine que ça l'aide à passer au travers des épisodes semaine après semaine. Là. Ben, c'est sûr. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça te permet d'avoir, tu sais, une semaine, tu vas amener un sujet d'épisode qui va être un peu plus porté sur sur la passion que tu as. Puis la semaine suivante, ben, ça va être au contraire un peu plus porté sur l'expertise. Puis après ça, rapidement, tu vas être capable de bien merger, si on peut dire en bon français, là, de bien mélanger la passion et les compétences que tu as pour faire en sorte que tu puisses amener des sujets d'épisodes à chaque semaine. La statistique à laquelle tu fais référence, c'est que il y a malheureusement 80% des podcasts qui ne passent pas le 7e épisode. Donc 80% des podcasts qui sont lancés n'arrivent pas à faire 7 épisodes, ils abandonnent avant. Et très souvent, c'est en partie, à tout le moins, à cause du fait que, justement, le sujet est la structure en général, je dirais, la structure du podcast est mal assise, ce qui fait qu'à un certain moment, il manque certaines informations et les gens se découragent puis ils passent un autre appel parce que, je l'ai dit tantôt, on a moins de gens qui viennent nous écouter que n'importe où ailleurs. Fait que si on se base sur, par exemple, des statistiques qu'on a sur des lives sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn ou encore sur YouTube, ben on va rapidement être déçu parce que il y a vraiment une marge importante entre les statistiques qu'on va avoir en podcast et sur n'importe quelle autre de ces plateformes-là. Par contre, quand on prend en considération le fait que les gens passent 10 fois plus de temps avec nous en moyenne, ben là, nécessairement, on va s'encourager de ça. Mais si la structure est bonne, on va être capable d'avoir une bonne poursuite là, avec ça. Puis, je vais faire du pouce sur les statistiques point de vue podcast. Si je lance mon podcast au Québec, je devrais m'attendre d'avoir combien d'écoutes un podcast qui commence, puis un podcast qui fonctionne au Québec dans des marchés niches, là, un petit peu comme l'accélérateur ou comme le podcast d'Alias. Ça serait quoi un podcast qui fonctionne? Ça serait quoi le taux d'écoute que je devrais m'attendre d'avoir? C'est une question qui est extrêmement difficile à répondre parce que tout est calqué en fonction de, évidemment, les efforts de promotion qu'on va faire, en fonction aussi de la grosseur du réseau qu'on a à la base. Moi, quand j'ai commencé à animer mes podcasts, j'avais
une liste de courriels de quelques centaines de personnes. Je pense à 300 quelque chose personnes quand j'ai lancé mon podcast au début, là, il y a 7 ans maintenant, le premier podcast que j'ai lancé. Et puis, donc, une petite liste de 300 personnes, des petits réseaux un peu partout sur LinkedIn, sur les médias sociaux. Pas vraiment de groupe Facebook non plus, tout ça. Donc, évidemment, ça m'amenait quelques dizaines, là, quelques dizaines d'auditeurs à chaque semaine. Ceci dit, ça a grossi à travers le temps. Ça m'a permis de bonifier mes contacts sur LinkedIn. C'est rendu à plusieurs dizaines de milliers. Même chose au niveau du groupe Facebook qui est rendu plusieurs milliers de personnes. Ma liste de courriels qui est rendue au-delà de 10 000 personnes aussi. Donc, tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a eu une bonification qui s'est créée dans le réseau. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de marathon, là, définitivement, d'être en mesure de faire ça. L'animation d'un podcast, c'est vraiment littéralement quelque chose qu'on fait sur du long terme. Faut pas penser qu'on commence un podcast puis demain matin, on va avoir des gros résultats, là. Puis ça, je trouve ça le fun que tu dises ça, Marco, parce que tu me l'avais dit quand on avait lancé le podcast d'Alliance Entrepreneur. Puis, semaine après semaine, au début qu'on lance, on n'a pas beaucoup de downloads la première semaine, mais tu m'avais dit c'est un travail de longue haleine. Alors, à tous les mois, j'essaie d'avoir une augmentation d'écoute, mais en me basant sur le mois précédent et non en essayant de me comparer à Joe Rogan, de dire, je pense qu'il l'a vendu à 100 millions pour ses revenus avec Spotify. Et puis, c'est pas de se comparer à eux, c'est de se comparer à soi-même comme avec les autres plateformes. C'est de dire, OK, le prochain mois, je vais essayer d'augmenter mon audience, puis je vais essayer d'aller chercher de la nouvelle audience, puis rendre mon podcast plus pertinent. Alors, c'est vraiment là-dessus que tu nous avais enseigné, puis qu'on essaie, mois après mois, là, de continuer d'augmenter l'audience. Exact. Ce qu'on remarque aussi quand tu parles de Joe Rogan, effectivement, il a signé un deal d'exclusivité avec Spotify en 2020 de 100 millions de dollars. Ce qu'on remarque, c'est que c'est un beau modèle, Joe Rogan, parce que c'est un podcast qui est un podcast audio, puis à la fois un podcast vidéo. Donc, lui, parce qu'il y a beaucoup, ça c'est une question que bien des gens se posent. Est-ce que je peux faire un podcast comme on est en train de faire présentement en vidéo et extraire l'audio de ça puis faire un podcast audio avec? La réponse c'est oui, tu peux très bien faire ça. Mais tu vas devoir choisir un des deux formats en priorité. Puis Joe Rogan a décidé, lui, de faire sa priorité sur l'audio. Donc, ce qui arrive, c'est que la caméra, elle est témoin de la discussion qu'il a avec ses invités. Elle est témoin de l'animation de son podcast, mais jamais il va se tourner face à la caméra pour faire une intervention. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le non-verbal prend beaucoup moins d'importance dans le choix de ses... Il s'assure d'avoir des mots qui vont peser lourd lorsqu'il va les prononcer pour faire en sorte que, justement, il va s'assurer qu'au niveau de l'audio, il va avoir une présence optimale. Puis la vidéo, ben, elle est vraiment en second lieu. Et inversement, il y en a qui font complètement l'inverse. C'est des super gros shows sur YouTube qui vont aussi faire une retranscription audio sur iTunes ou sur l'ensemble des plateformes les agrégateurs audio, mais ils vont prioriser la vidéo. Donc là, à ce moment-là, on va avoir littéralement différentes prises de vue, on va avoir, tu sais, ça va être différent au niveau du setup, puis l'audio va être là juste en appui. Donc, les deux sont bons. C'est juste qu'il faut, pour être optimal, il faut vraiment choisir en priorité un des deux formats. Puis, exactement, parce que c'est ça que tu nous avais enseigné aussi dans ton cours, là, c'était de choisir un bon format. Puis c'est vraiment pas facile à faire parce que si tu vas sur le podcast, tu laisses un peu de côté la vidéo, mais si tu vas pour la vidéo, tous les exemples que tu dis, ça se retrouvera pas dans l'audio. Alors, tu dis vraiment choisir un format ou l'autre, puis d'y aller dans cette lignée-là. Là. Ouais, puis ils ont des objectifs complètement différents. Tu sais, l'objectif du podcast, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, développer une proximité avec ton audience, augmenter ta notoriété aussi, mais puis profiter aussi du fait qu'on a la possibilité de se positionner présentement dans un marché où il y a à peu près rien en francophonie mondialement. Donc ça, ce sont tous des avantages qui sont vraiment très intéressants à avoir. À l'opposé de ça, bien évidemment, la vidéo, quand tu travailles avec YouTube, ben tu as toute la machine de Google derrière toi, donc toute la découvrabilité est beaucoup plus facile de ce côté-là, mais c'est plus d'ouvrage, faire de la vidéo, puis faire les montages, puis tout ça, il y a beaucoup plus de travail à faire que de faire simplement un audio. Donc, c'est juste que ça n'a pas les mêmes objectifs,
puis il n'y a pas la même charge de travail à faire non plus quand on veut produire notre contenu. Exact. Puis, j'irais dans une autre question. Il y a beaucoup d'options possibles où diffuser les podcasts, là. Est-ce que tu serais capable de me nommer les plus grands diffuseurs de podcasts qui existent actuellement? Puis, est-ce que c'est possible d'aller avec un seul diffuseur ou je devrais aller sur tous les diffuseurs en même temps? Écoute, Anthony, si jamais un jour Apple ou Spotify t'approchent pour te donner un deal d'exclusivité, comme Joe Rogan a, à ce moment-là, je pense que la question ne se posera pas à savoir si tu es présent sur une plateforme seulement ou sur l'ensemble des plateformes. Mais à partir du moment où tu n'as pas de deal de 100 millions de dollars comme Joe Rogan a eu pour l'exclusivité, à ce moment-là, tu essaies d'être présent le plus possible dans le plus grand nombre d'endroits possibles. Les plus grands étant, bien sûr, Spotify, Google Podcasts, évidemment, Apple Podcasts, qui est anciennement iTunes, maintenant Apple Podcasts. Donc, ça, c'est les trois grands. Il y a les iHeartRadio de ce monde, il y a Deezer. Il y en a vraiment une multitude. Il y en a plusieurs dizaines, là. On appelle ça des agrégateurs parce que c'est des endroits où les gens peuvent aller simplement se connecter sur ce qu'on appelle le fil RSS, qui se trouve à être l'endroit où les gens peuvent aller chercher le contenu et où le contenu va leur être poussé aussi via des plateformes et via des applications aussi dans certains cas, là, des applications sur le web ou sur mobile. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Fait que moi, je dis, on est là le plus possible sur le plus grand nombre de plateformes possibles parce que même si c'est juste 3 auditeurs qu'on va chercher supplémentaires sur une plateforme donnée, c'est 3 auditeurs qu'on n'aurait pas autrement, là. Puis, est-ce que c'est compliqué d'être sur toutes les plateformes? Parce que tu as parlé du fil RSS, mais y a-t-il des plateformes qui existent que je peux mettre mon podcast à un endroit puis il va leur diffuser lui-même partout? C'est ce que font les plateformes d'hébergement de podcasts, en fait. Parce que, il y a des gens qui choisissent d'héberger leur podcast sur leur site web ou encore sur des plateformes cloud de ce monde, des Google Drive, etc. de ce monde, là. Mais c'est vraiment pas une pratique qui est conseillée. Il y a des plateformes d'hébergement de podcasts qui existent, moyennant quelques dollars par mois. C'est vraiment pas dispendieux, là. C'est en bas de, je dirais, la majorité, c'est autour de 15 dollars par mois à peu près là, pour commencer. Et puis, ces plateformes-là, généralement, offrent plusieurs options, mais entre autres, les options faciles de distribution un peu partout sur les agrégateurs. À tout le moins, chez les agrégateurs principaux. Puis après ça, oui, il y a un peu de travail de démarchage à faire pour aller chercher les agrégateurs plus petits, puis être capable d'aller s'inscrire à ces endroits-là de façon manuelle. Mais c'est une opération qu'on fait une seule fois. Et par la suite, automatiquement, via la plateforme d'hébergement, l'ensemble des épisodes sont diffusés automatiquement partout sur ces plateformes-là. Très cool. Puis, point de vue animation du podcast, c'est quoi les skills particuliers d'un bon animateur de podcast? Ça se développe, ça. Tu sais, je veux dire, ce qui est le fun avec un podcast, c'est que ça prend pas de cours de com pour le faire. Ça prend pas de, tu sais, il y a pas de barrière à l'entrée comme on aurait, par exemple, à la radio. Quoique même à la radio, maintenant, on a juste à regarder l'ensemble des animateurs de radio qui animent des émissions présentement. Puis on se rend compte très rapidement que l'idée première, c'est d'être capable de communiquer quelque chose, là. Après ça, à partir du moment où on a cette opportunité-là, le cours de radio devient vraiment facultatif. Donc, c'est un peu la même chose au niveau des podcasts. On veut s'assurer d'être capable de communiquer les choses. Encore là, c'est des skills qui se développent avec le temps. C'est assez oui, c'est du travail là, de développer ça puis d'être capable de bien vendre notre sauce, si on peut dire, un peu partout. Mais il reste que, tu sais, mis à part le fait qu'on a un message à livrer, on veut vraiment le faire. On veut prendre le temps de le faire de la bonne façon. Après ça, le lien est facile à faire avec l'ensemble de notre univers là, lorsqu'on veut mettre le temps puis développer les stratégies en conséquence. OK. Fait que ça se développe avec le temps. C'est pas inné. Tu peux avoir des skills de base, mais plus que tu vas en faire, tes skills devraient se développer avec le temps. Puis n'importe qui, théoriquement, si tu es passionné par un domaine, puis tu as quelque chose à dire sur un domaine, pourrait animer un podcast. C'est ça. Tu sais, je sais pas ça fait combien d'entrevues du genre que tu fais, Anthony, mais assurément, dans les premières entrevues, tu n'étais certainement pas à l'aise comme tu l'es présentement, puis tu vas certainement être plus à l'aise dans 20 entrevues que tu l'es aujourd'hui. C'est comme ça, c'est normal. Moi, j'anime présentement 2 podcasts, donc
l'accélérateur puis l'Académie du podcast. Dans les deux cas, là, l'accélérateur, on est à 320 épisodes à peu près, puis dans l'Académie du podcast, on est à 150, 160. Allez jeter un coup d'œil le dernier épisode ou un des derniers épisodes, puis après ça, reculer dans les premiers épisodes, puis aller écouter la différence. C'est littéralement... on n'aime pas ça, là, aller s'écouter au début, mais... Je veux dire, si Steve Jobs n'avait pas lancé le iPod version 1, on n'aurait pas d'iPhone dans les poches aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut juste avoir la version 1 de quelque chose pour éventuellement avoir les itérations supérieures et être capable d'avoir quelque chose qui va devenir de plus en plus intéressant. Exact. Ben, je trouve ça le fun que tu en parles. Aujourd'hui, c'est ma 10e épisode de Découverte pour entrepreneurs, puis j'avais animé 2 grandes discussions avant. Alors, c'est comme ma 12e animation. Mais entre la première et aujourd'hui, je remarque une aisance davantage. Mais je ne suis pas encore à l'aise. C'est un défi pour moi de semaine après semaine de prendre le micro, mais ça s'en vient de plus en plus facile de le faire. Puis j'ai hâte d'être rendu à 300 épisodes. Je suis sûr que ça va être encore plus... rendu à 300 épisodes, on n'a plus ce stress-là de la préparation, d'avoir des fois des listes de questions, puis être sûr puis les transitions se font plus facilement. Moi, mes entrevues aujourd'hui, j'ai plus aucune question devant moi, là. J'ai une recherche d'invités, je sais ce que je vais faire, mais à partir de là, les structures sont déjà là. On sait comment amener le sujet, on sait comment diriger les entrevues, on connaît. C'est devenu des réflexes, des automatismes. Parce que au fil du temps, j'ai peut-être 250 entrevues, peut-être 300 entrevues sur les 500 épisodes, à peu près, grosso modo. Donc, à un moment donné, tout devient comme un automatisme, un réflexe qui se développe avec le temps. Je comprends. Puis Manon, elle nous écrit actuellement, elle dit « Et tu es très bon, Anthony. » Merci, Manon, de l'encouragement. Voilà. J'ai une autre question. Tu as parlé d'invités. Moi, actuellement, tous les podcasts qu'on fait chez Alias, c'est avec des invités. Mais c'est quand que je décide d'aller avec un invité versus y aller solo dans mon animation de podcast? Ben, tu sais, ça, c'est vraiment une question de choix parce que il y a plein d'avantages à un ou à l'autre. L'idée, c'est, tu sais, d'abord, on choisit notre thématique. Bon, une fois que c'est choisi, si on veut y aller vraiment à fond sur le fait de développer notre notoriété, on va peut-être favoriser les épisodes solo qui vont être aussi beaucoup plus simples à créer parce qu'on n'a pas à arrimer un invité, trouver l'invité, trouver le moment pour le faire avec, etc. Donc, on n'a pas à dealer avec ça. On a beaucoup moins d'ouvrages aussi à faire au montage parce qu'on a juste une personne à gérer au niveau du montage sonore. Bon, ça, une fois que c'est fait, là, après ça, si on compare avec le côté invité, ce qui est évidemment très intéressant du côté invité, c'est qu'on va aller bonifier avec le réseau de cette personne-là. On a beaucoup moins de préparation d'épisodes à faire parce que, évidemment, c'est l'invité qui va nous apporter le sujet puis qui va venir discuter avec nous. Donc, forcément, à part peut-être préparer une liste de questions, faire un peu de recherche sur l'invité, on n'a pas vraiment grand-chose d'autre à faire. Et on va avoir cette espèce d'effet de notoriété-là. Et aussi, on va pouvoir développer des relations avec ces gens-là qui arrivent. Comme je l'ai dit avec Serge, par exemple, tantôt, mais j'ai plein d'exemples comme ça de gens avec qui j'ai développé des relations qui sont éventuellement devenus des clients, des amis, des gens qui m'ont référé d'autres personnes, etc. Donc, de bonifier le réseau, c'est fou, là. Tu sais, les 250 personnes que j'ai reçues sur mes podcasts aujourd'hui, c'est des gens que j'ai leurs coordonnées téléphoniques, que je peux texter, que je peux envoyer un message, un courriel, d'avoir des réponses, d'avoir des trucs, de partager leurs trucs à eux, d'être capable d'interagir dans leur écosystème et l'inverse aussi. Donc, bref, c'est vraiment... Donc, ça, c'est l'aspect vraiment très intéressant, malgré qu'il y a un peu plus de travail à faire quand on a des invités. Puis, j'aime ça quand tu parles de bonifier de l'audience de l'invité, là. Mais comment que je fais comme aujourd'hui, je te reçois, Marco, comment que je fais pour bénéficier au maximum de ton audience? Ben, en fait, ça, c'est la partie qu'on n'a pas de contrôle dessus parce qu'en quelque part, la pire chose, en fait, c'est de demander à la personne de dire, ben, peux-tu partager dans tes médias sociaux? La personne, normalement, va le faire parce que, bon, tu sais, on est reçu chez Alias, on sait que Alias, c'est une grosse machine, donc il y a un peu de notoriété qui va jaillir de ça également. Donc, de prendre ça, de partager ça dans mes médias sociaux, moi, c'est intéressant pour moi parce que j'ai la notoriété d'Alias qui est là, donc c'est une notoriété par association.
Ceci dit, on n'a pas de contrôle sur ça. On peut recevoir un invité, puis l'invité, lui, il n'en a rien à cirer, puis il va pas partager. Mais dans la majorité des cas, je dirais facilement un 2 sur 3 là, qui vont partager puis qui vont nous faire bénéficier de cette notoriété-là, de cette visibilité-là dans leur réseau, à plus ou moins grande échelle. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais comme je dis, on n'a pas vraiment de contrôle sur ça. On peut faciliter ces choses-là. On peut préparer des visuels, faciliter en donnant les liens rapidement pour que la personne puisse partager. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut faire pour faciliter le tout. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle sur ça non plus. Je comprends. Puis, à l'inverse, comment que je fais pour être invité sur des podcasts pour me faire voir dans une autre audience puis être interviewé comme un expert aussi? Ouais, ça, c'est vraiment une bonne question. Puis, je suis en train justement de préparer une masterclass que je vais faire dans le Club Momentum, qui est le club d'accompagnement continu dans l'Académie du podcast, justement que sur ça. Donc, vraiment, littéralement, se faire inviter, développer des relations avec les influenceurs, les invités, les grands noms de notre domaine. Écoute, je te dirais, la première chose que je te dirais, c'est il n'y a pas de raccourci pour ça. Parce que à chaque fois qu'on va essayer de prendre un raccourci pour se diriger vers un éventuel partnership ou une éventuelle entrevue pour se faire recevoir sur un autre podcast, ça va se sentir, puis souvent, ça va faire en sorte que le taux de conversion, en l'occurrence, la conversion dans ce cas-là, c'est d'être effectivement reçu sur le podcast en question, ça va être très, très faible. Donc, de réellement s'intéresser à ce que la personne fait, donc, en l'occurrence, dans le podcast en question, d'aller écouter des épisodes de podcast, de s'intéresser au sujet, d'essayer de comprendre l'audience de la personne dans laquelle on va être reçu. Par la suite, ben là, évidemment, on peut faire... on envoie un message tout simplement en lui expliquant, en lui faisant comprendre qu'on a écouté des épisodes, on a adoré telle partie de tel épisode, on comprend l'audience, donc on sait que l'audience de la personne en question, c'est ça, et cette personne-là, ces personnes-là qui écoutent leur podcast cherchent plutôt tel truc, et à ce moment-là, nous, on propose notre plus-value qu'on pourrait apporter éventuellement en tant qu'invité. Et là, ben après ça, c'est à la grâce de Dieu. On espère d'avoir une réponse positive. Mais ça serait comme le côté simple là, et rapide là, de pouvoir développer la relation. Mais ça peut être pas mal plus complexe que ça. Puis, j'ai une dernière question de ce côté-là. Le podcast s'achève bientôt, là, mais j'ai une dernière question de ce côté-là. C'est après combien de fois que tu as invité quelqu'un à ton podcast ou que tu as essayé de te faire inviter qu'il faut que tu arrêtes d'y lancer des perches pour pas paraître achalant? Hey, écoute, il y a un invité que j'ai reçu sur mon podcast qui s'appelle Max Piccinini. C'est un grand entrepreneur français. Je l'ai invité sur mon podcast avant même que mon podcast soit lancé. OK? Et une autre des façons de recevoir un gros nom comme ça, ben, c'est d'investir dans la personne. C'est-à-dire, si la personne est un programme en ligne, un livre ou peu importe là, quoi que ce soit, d'investir dans le programme pour apprendre à le connaître encore plus, puis après ça, éventuellement, de l'inviter, c'est une belle porte d'entrée. Ben, dans son cas, j'avais acheté son livre, j'avais profité d'une séance de dédicace pour l'inviter sur le podcast. Et comme le podcast n'était pas déjà lancé, ben, il m'avait répondu lance ton podcast, puis reviens-moi vers la fin de l'été. Donc, à ce moment-là, mon podcast devait être lancé au mois de mai. Fait il dit reviens-moi vers la fin de l'été, puis on trouvera un moment. Et puis, finalement, quand je suis revenu vers lui, il avait planifié un voyage autour du monde avec sa femme pendant une année complète. Donc, ça a été à l'été suivant où je l'ai relancé. On a fait du back and forth. On a joué au ping-pong d'horaire pendant presque une année encore. Et au bout de 2 ans, j'ai fini par le recevoir chez moi. Donc, mais tout ça pour dire que ce qui est vraiment ironique dans tout ça, c'est qu'au moment où je l'ai reçu sur le podcast, lui avait déjà un podcast, j'avais été écouter son podcast et à la fin de l'entrevue, j'ai donné un petit truc que je pensais qu'il pouvait vraiment lui permettre d'améliorer son podcast. Et lui, il m'a dit, ben écoute, un gros merci. D'ailleurs, j'aimerais ça voir, est-ce que tu pourrais venir t'entretenir avec mon groupe d'entrepreneurs élites
pour leur parler de podcasting. Donc, j'ai été invité dans son groupe à titre d'expert podcast, dans son groupe d'entrepreneurs élites, pour aller intervenir sur le podcasting dans son groupe à lui. Donc, c'est juste malade, là, la lumière qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais si j'avais pas persisté à le relancer, j'aurais pas eu accès à ça. Puis qu'est-ce que je trouve le fun, Marco, dans qu'est-ce que tu as dit? Tu t'es pas découragé dans le temps, mais je trouve que tu as respecté les limites aussi parce que je t'ai posé la question, c'est quand qu'on devient achalant, mais demander c'est quand que je pourrais te relancer, c'est quand le meilleur moment pour te recevoir, puis le garder en note, puis vraiment le relancer quand il t'a dit que c'était le meilleur moment. Je trouve ça vraiment cool, la technique. Exact, mais tu sais, mis à part ça, ce que je suis en train de préparer, je te disais tantôt avec le groupe, c'est que il y a 17 façons que j'ai répertoriées qui peuvent te permettre de prendre contact avec des gens. Fait que tu arrives avec une façon, puis là, ça fonctionne pas. Tu laisses un peu de temps couler, tu essaies la deuxième stratégie, puis tu t'en vas comme ça, puis tu peux en avoir 17 différentes. Mais qu'on le veuille ou non, tu sais, acheter un livre, acheter un programme, investir, aller le rencontrer dans des rencontres privées physiques maintenant qu'on peut le faire, là, ça va recommencer, ça, là, ces rencontres-là. Mais tu sais, il y a plein de façons qui peuvent être mises de l'avant pour faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas recevoir cette personne-là au final. Là. Puis, OK, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis là, je fais vraiment du pouce sur une autre question que je voulais absolument te poser parce que c'est Jeff Lacasse ce matin qui m'a posé cette question-là. Puis je me suis dit, il faut vraiment que je la pose à Marco, là. Mais comment que je fais pour rémunérer mon podcast? Oh, il y a plusieurs façons. Évidemment, tu sais, quand on parle de... dans mon cas, moi, par exemple, dans l'entreprise, moi, j'ai des programmes en ligne à vendre. J'ai de l'accompagnement continu qu'on fait. On fait du coaching privé aussi. Donc, je peux présenter tous ces programmes-là à travers ce qu'on pourrait appeler de la pub, mettons, en contexte, on va dire ça comme ça, dans les épisodes. Et ça passe plutôt bien quand on le fait de cette façon-là. Bon, il y a la stratégie de communication derrière qui doit vraiment être à point, mais ça se fait quand même plutôt bien. Évidemment, il y a la première façon, là, la façon de rémunérer le podcast d'emblée et au jour 1, c'est le marketing d'affiliation. Ça, c'est ce qui est le plus facile. Le marketing d'affiliation, on peut avoir accès à ça au jour 1. C'est sûr qu'on utilise des plateformes qui offrent du marketing d'affiliation. On va chercher le lien d'affilié sur ces plateformes-là, puis on fait présenter nos épisodes par cette entreprise-là. Un peu comme tu l'as fait au début avec la Banque nationale, Agendrix, Planet Hoster. C'est un peu le même concept. Mais avec un lien d'affiliation qui est là, la personne, s'il y a un auditeur qui utilise le lien d'affiliation en question, à ce moment-là, toi, tu es rémunéré. Fait au début, évidemment, c'est un peu différent parce que je devine qu'Agendrix, Banque nationale, Planet Hoster, ce sont des présentateurs, mais dans le cas présent, ce serait des rémunérations sous business qui est référé, autrement dit. Là. Fait que ça, c'est le marketing d'affiliation. Mais sinon, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a le fameux... il y a les fameuses plateformes collaboratives là, où les gens vont déposer quelques dollars par mois pour faire... il y a plein de plateformes. Là, je ne veux pas en nommer une plus que l'autre, là, mais il y a plein de plateformes qui peuvent te permettre de faire ça aussi. Là. Fait que le plus facile, c'est de commencer avec les liens d'affiliation. Tu as parlé aussi d'avoir des programmes, mettre de l'avant les produits qu'on offre. Ouais. Puis nous, avec Alias, on a des commanditaires purs et durs comme un média traditionnel qui croit en notre mission. Qui commandite Alias Entrepreneur, puis qu'on les présente au début des podcasts. C'est souvent la dernière façon de le faire. La raison pour laquelle chez Alias, c'est possible de le faire, c'est parce qu'il y a déjà un beau réseau. Tu sais, vous avez un super bon réseau d'entrepreneurs qui est là, qui écoute vos publications. Donc, pour des entreprises comme la Banque nationale, Agendrix, Planet Hoster, c'est intéressant pour eux de se coller sur vos publications parce que il y a déjà une audience qui est là. Chose qui n'est pas possible peut-être pour un petit podcast qui démarre, un indépendant. Il n'y a peut-être pas cette audience-là au départ. Donc, c'est ça qui fait que on va glisser plus vers des trucs en marketing d'affiliation, nos propres produits, différentes autres options qui sont disponibles aussi. Et par la suite, éventuellement, au fur et à mesure que l'audience va grandir, il y a la possibilité de glisser vers les annonceurs comme vous le faites. C'est très pertinent, ça. Puis Marco Bernard, il écoute quel podcast en 2021? Ah, Marco Bernard, il écoute quand même pas mal de podcasts et il y en a pas un. Je suis pas assidu sur un podcast en particulier. J'aime bien les podcasts de Russell Brunson aux États-Unis. Je trouve qu'il fait bien parce que en fait,
quand j'écoute des podcasts, moi, je les écoute pas nécessairement pour le contenu plus que pour le contenant. Donc, juste question d'observer comment ils font les choses, puis essayer de voir comment je peux m'inspirer de ça pour éventuellement faire des trucs aussi. Ce que je trouve intéressant, lui, c'est qu'il enregistre les épisodes de podcast dans sa voiture. Donc, il sauve tout le temps de production parce qu'évidemment, c'est quelqu'un de son équipe qui produit le podcast par la suite. Mais l'enregistrement est fait dans son commute time qu'il appelle, donc de l'école, par exemple, à son bureau ou de chez lui à son bureau. Donc, c'est des petits épisodes qui durent 8, 10, 12 minutes environ. Donc, le temps de traveling entre le point A au point B. Et de cette façon-là, ben, il gagne énormément de temps. Fait que ça, je trouve ça pertinent, je trouve ça intéressant. Puis j'essaie de voir un peu. Donc, j'étudie sa façon de faire. J'aime beaucoup aux États-Unis aussi le podcast de Colin Boyd qui s'appelle Expert Edge. J'adore ça. Sinon, en français, il y a Marketing haute fréquence. C'est Guillaume Bareil et Robin Vizina qui font vraiment bien les choses aussi. Et ben, évidemment, de par mon poste là, avec l'Académie du podcast, ben, je suis amené à écouter à peu près tous les podcasts qu'il y a dans l'Académie pour être capable de donner de la rétroaction le moment venu parce qu'on fait du coaching de groupe aussi avec les membres du Club Momentum. Donc, on fait évidemment beaucoup de coaching à ce niveau-là. Donc, bref, évidemment, le podcast d'Alias, le podcast de Martin Latulippe, qui je pense, va revenir en ligne bientôt aussi. Le podcast de Olivier Lambert, qui fait très bien ici au Québec aussi. Geneviève Gauvin, qui fait bien aussi. Bref, on a vraiment des bons podcasteurs au Québec, là, en français aussi. On reçoit Geneviève Gauvin le 28 juillet. Ça va être ma dernière épisode avant mon congé de paternité. Alors, le 28 juillet, elle va venir discuter. Puis, quand tu parlais de regarder les gens avant des invités, ça fait longtemps que je suis Jen. Puis, il y a plusieurs choses qu'elle a dit. Puis, quand je l'ai invitée, j'ai listé vraiment des posts qu'elle a faites sur les médias sociaux. Puis, j'ai dit, hey Jen, tu serais-tu intéressé de venir parler de tel de tes posts plus en détail à ma communauté? Ça serait vraiment pertinent pour eux. Puis elle l'a accepté, tout de suite. Mais contrairement à toi, Marco, je l'ai invité quand même longtemps d'avance parce qu'elle poste régulièrement qu'elle dit si vous m'invitez à l'intérieur de 60 jours, c'est impossible, je ne regarderai même pas votre demande. Alors, j'ai fait attention, j'ai calculé 60 jours. J'ai dit là, je sais que je suis à 53 jours, mais je tombe en paternité après. Alors, c'est possible de te recevoir à ce moment-là. Fait que je trouve ça. Tu vas avoir beaucoup de plaisir avec Geneviève. Puis d'ailleurs, ça serait une bonne candidate pour faire un pont entre ce qu'on a discuté ce midi et le marketing d'affiliation parce qu'elle a un programme en marketing d'affiliation. Donc, elle est quand même bien. C'est une experte dans le domaine. Là. Exactement, c'est avec le sujet du podcast. Ça va être vraiment parler d'affiliation. Puis ça s'applique à quel domaine? Souvent, on le voit en formation en ligne, on le voit avec les produits numériques, mais ça peut s'appliquer à beaucoup plus de domaines. Puis ça va être vraiment ça le sujet du podcast du 28 juillet. Puis là, on a busté vraiment le temps, mais je vais quand même terminer. Si j'ai d'autres questions, point de vue podcast, ou si les personnes qui nous écoutent qui ont des questions, c'est comment que je fais pour te rejoindre, puis c'est où est-ce que je peux en savoir plus sur le domaine du podcast? Ben écoute, d'abord, mes deux podcasts. J'ai un podcast que j'anime, l'Accélérateur, l'autre que j'anime aussi, qui est en pause présentement. Là, on est entre la saison 2 et la saison 3 qui va être relancée après la période estivale. Et l'Académie du podcast aussi, ça c'est un podcast qui est là à chaque semaine. Donc, évidemment, ça c'est disponible sur l'ensemble des agrégateurs, l'ensemble des plateformes, peu importe où vous écoutez vos podcasts, on est là. Sinon, j'anime régulièrement des webinaires aussi, c'est disponible. Il y en a un la semaine prochaine, il va en avoir d'autres au mois d'août aussi. C'est disponible academypodcast.com/webinaire tout simplement. Et puis, on peut s'inscrire, c'est gratuit. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment plus à fond dans l'opportunité de l'audio présentement parce qu'on n'a pas parlé de l'audio social pendant notre entrevue, mais l'audio social, c'est quelque chose de vraiment gros là, qui est en train de se développer, qui s'est développé en 2020 puis qui est en train d'exploser littéralement en 2021 et qui vient en appui au podcasting. Donc, vraiment, c'est ça qui fait que les géants comme Facebook, LinkedIn, Google, Microsoft ont commis de s'impliquer dans l'audio durant l'année 2020. Ça les a forcés à le faire littéralement. Donc, c'est vraiment intéressant d'étudier ce phénomène-là puis être capable d'en bénéficier le plus rapidement possible. En 30 secondes, avant de terminer, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi l'audio social? Oui, bien, l'audio social, en fait, c'est des plateformes de médias sociaux, mais dans lesquelles il y a pas d'image puis il n'y a pas de texte. C'est que de l'audio.
Donc, c'est souvent des discussions qui vont avoir lieu, qui vont se tenir sur des plateformes. Parce que là, présentement, en 2020, il y a eu Clubhouse qui a été la grosse explosion. À peu près tout le monde a entendu parler de Clubhouse, spécialement les utilisateurs Apple. Mais là, il y a Facebook qui arrive avec son propre outil. Il y a Twitter qui a développé son propre outil aussi sur la fin de l'année 2020. Donc, et là, Google est en train de travailler sur le sien aussi. Donc, bref, il va y avoir une explosion de l'audio social, littéralement. Et puis ça va venir en appui aussi au podcasting à travers tout ça. Si je comprends bien, c'est comme s'il y avait des rooms, je peux y aller, puis on échange verbalement sans caméra, puis on échange sur des sujets, là. Ouais, c'est en plein ça. Il n'y a pas de caméra, donc on peut être en pyjama en train de discuter avec 200 personnes puis faire c'est ça, avoir une discussion. Par contre, ben ça reste pas dans le temps. C'est éphémère. C'est une fois que la salle est terminée, ben il n'y a pas d'enregistrement. Ça s'arrête là. Puis il faut consommer le contenu pendant qu'il est en train de se créer. Sinon, on peut pas le réutiliser par la suite. Donc ça, c'est le blind side, si on peut dire, de ça. Mais en appui avec le podcast, ça fait vraiment des beaux outils pour travailler notre marketing. Puis peut-être pour faire connaître notre podcast aussi, parce que probablement que le monde qui vont suivre ça vont écouter des podcasts par la suite. C'est en plein ça. Cool. Hey, un gros merci, Marco, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci de l'invitation. Bien apprécié. Ça fait plaisir. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, la semaine prochaine, je reçois David Quentin pour parler de LinkedIn. On va vraiment aller en profondeur avec LinkedIn, comment développer son réseau avec LinkedIn, c'est quoi les forces de LinkedIn, vers où en 2021-2022, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plein de questions pour lui. C'est un mec de LinkedIn, alors on va découvrir ça. Puis n'oubliez pas de nous laisser une note si vous l'écoutez en podcast. Nous laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Semaine après semaine, on essaye de s'améliorer pour rendre nos vidéos, rendre notre contenu encore plus pertinent pour les entrepreneurs, pour vous aider à passer au prochain niveau. J'aimerais encore remercier nos 3 partenaires principaux, c'est-à-dire la Banque nationale, Planet Hoster et Agendrix qui nous permettent de réaliser toutes ces vidéos-là, tout ce contenu-là. Et ça, c'est grâce à leur montant de commandite qu'ils nous donnent. Alors, merci beaucoup à nos commanditaires. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour parler de LinkedIn.